la fragmentation et de la décondensation de l'ADN spermatique. Bonjour, je suis Virginie Terrier et je suis la cofondatrice de Fertiline. Bonjour, je suis Daniela Vigano, nutritionniste, micronutritionniste, spécialiste de la fertilité et de la PMA et spécialiste chez Fertiline. Dans cette vidéo, nous allons vous parler de l'ADN spermatique, de sa fragmentation et de sa décondensation. Nous allons aborder 4 points principaux. Qu'est-ce que c'est l'ADN spermatique? Qu'est-ce que c'est la fragmentation et qu'est-ce que c'est la décondensation de l'ADN? Comment les mesurer? Quelles conséquences peuvent avoir au niveau de la fécondation et quoi faire? Donc tout d'abord, pour aborder ce sujet, qu'est-ce que l'ADN spermatique? Eh bien, chaque spermatozoïde, dans sa tête, porte une mine d'or. Et cette mine d'or, c'est l'ADN, ou plutôt la moitié, en quelque sorte, de l'ADN final de l'embryon. En fait, cet ADN, il est recroquevillé comme une petite boule dans la tête du spermatozoïde et au moment où il va être mis en contact avec l'ADN de l'ovocyte, eh bien les deux vont se combiner et vont commencer à se dupliquer et à faire des cellules et des cellules qui vont se transformer en embryons. La particularité de cet ADN spermatique, c'est qu'il est extrêmement fragile et notamment dans les spermatozoïdes puisqu'ils bougent beaucoup, ils s'entrechoquent beaucoup et aussi puisque pour créer des spermatozoïdes, il y a des phénomènes de division cellulaire intenses qui peuvent fragiliser cet ADN spermatique. Et lorsqu'il est fragilisé, on peut rencontrer 2 types de fragilité, les fragmentations et les décondensations. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ADN spermatique n'est jamais 100% parfait. Il a tout de même un petit taux de défaut, de fragmentation ou de décondensation. Et ce qu'il faut savoir, et qui est une chose merveilleuse de la nature, c'est que l'ovocyte contient du matériel de réparation de l'ADN spermatique. Mais ce matériel ne permet pas de réparer un pourcentage trop élevé d'altération. Raison pour laquelle on tolère des fragmentations ou des décondensations jusqu'à un certain seuil, puisque on sait que l'ovocyte a un potentiel de réparation pour cet ADN, et au-delà de ce seuil, on sait que l'ADN ne sera pas réparable et n'aura pas de potentiel de développement. La fragmentation de l'ADN est l'ensemble des ruptures et des lésions qui se font au niveau de ce spécial patrimoine génétique qui est contenu dans les spermatozoïdes et qui empêche après d'avoir un développement embryonnaire qui soit efficace et qui soit évolutif. Du coup, plus les ruptures de cet ADN sont élevées, moins de chances on aura des conceptions, que ce soit par le biais d'une conception naturelle ou de la PMA. Et plusieurs facteurs peuvent rentrer en jeu dans cette fragmentation de l'ADN. On peut avoir des causes externes comme de la chimio, le stress oxydatif, et puis aussi on peut avoir des causes mécaniques comme le varicocèle par exemple, mais aussi des carences au niveau micronutritionnel, des infections et aussi l'inflammation. Alors la décondensation de l'ADN, c'est quoi ce mot barbare? Eh bien tout simplement, comme je vous le disais au tout début, l'ADN spermatique est recroquevillé comme une petite boule dans la tête du spermatozoïde et au moment où il va être mis en contact avec l'ADN de l'ovocyte et donc dans le cadre d'un embryon, il va commencer à se déplier pour être copié, puis se replier, puis se déplier. Et en fait, un ADN décondensé dans un spermatozoïde, c'est un ADN qui s'est déplié beaucoup trop tôt, qui a été étiré. Gardez l'image, par exemple, d'un élastique sur lequel vous tirez, vous tirez, vous tirez. En fait, votre élastique, il devient complètement détendu, beaucoup trop détendu, et il n'a plus la capacité de se recroqueviller, il n'a plus de dynamique, et donc cet ADN est un ADN qui est malheureusement perdu et qui n'est plus fonctionnel. Et comment est-ce qu'on mesure le taux de fragmentation et de décondensation de l'ADN? Ça se fait tout simplement par le biais d'un spermogramme. Il faut juste l'introduire au niveau des analyses de base du spermogramme. Et les valeurs idéales qu'on aimerait voir pour la fragmentation sont inférieures à 15% et pour la décondensation sont inférieures à 20%. Il est important aussi de se méfier des spermogrammes qui présentent une normospermie, comme on l'appelle, mais qui sont assez superficielles parce qu'on ne va pas dans les détails de la fragmentation et de la décondensation. En fait, même un spermogramme qui est tout à fait normal au niveau du volume, de la concentration, du pH, de la mobilité, de la vitalité, et aussi de la typicité, peut cacher un taux de fragmentation et de décondensation qui est élevé. Quelles sont les
conséquences d'une fragilité de l'ADN et des phénomènes de fragmentation ou de décondensation? Eh bien, les conséquences sont que cet ADN n'a pas un très bon potentiel de division cellulaire et ne va pas donner un très bon potentiel de division embryonnaire. Un ADN qui est altéré, donc soit fragmenté, soit décondensé, ne pourra pas se dupliquer de façon optimale. Ce qui fait qu'on peut avoir, une fois que la fécondation a eu lieu, un embryon qui arrête très précocement son développement ou un peu plus tardivement. Donc les conséquences peuvent être par exemple des embryons qui ne dépassent pas le J2 ou le J3 puisque l'ADN est trop fragile, ou même des embryons qui avancent un petit peu plus dans leur développement mais qui vont donner par exemple des fausses couches plutôt précoces ou ensuite des échecs d'implantation. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre d'un taux de fragmentation et de décondensation qui est élevé? Il faut tout d'abord chercher la cause du taux de fragmentation et de décondensation élevé. On peut avoir plusieurs causes, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça peut venir d'une simple inflammation qu'on peut vite régler. Ça peut venir d'un terrain inflammatoire, du stress oxydatif, d'un excès de stress aussi au quotidien. Ça peut venir des causes mécaniques et à ce moment-là, il faudra aussi intervenir avec un médecin. Et de notre côté, on peut quand même identifier quels sont les facteurs sur lesquels on peut agir avec le programme pour améliorer ce terrain. Par exemple, s'il s'agit du stress oxydatif, on pourra intervenir en augmentant les antioxydants par le biais de l'alimentation, par le biais de la complémentation. S'il s'agit du stress, on va vous conseiller des attitudes d'hygiène de vie et de gestion du stress qui pourront vous aider à améliorer l'équilibre hormonal et du coup aussi la qualité du spermogramme et la qualité génétique du sperme. Et s'il s'agit de carences nutritionnelles, on peut l'identifier grâce au programme et agir avec l'alimentation et avec la complémentation. Je pense notamment aux oméga 3, au zinc, au sélénium, au iode, qui ont un impact exceptionnel au niveau de la qualité des spermatozoïdes. Il y a aussi des attitudes d'hygiène de vie qui aident à améliorer ces paramètres au niveau du spermogramme, notamment l'arrêt du tabac, la diminution de l'alcool. Souvent, c'est des facteurs qui impactent très fortement la qualité de l'ADN spermatique, mais aussi l'activité physique qui doit être ni trop excessive, ni trop sédentaire, entre guillemets. Donc, il faut vraiment avoir un équilibre à tous ces niveaux pour améliorer la qualité de ces spermatozoïdes. Dans quel cas faut-il aller chercher ces valeurs de décondensation et de fragmentation de l'ADN spermatique? Il est important de mesurer ces paramètres quand il y a des défauts de base du spermogramme déjà, mais aussi quand on est confronté à une infertilité soi-disant inexpliquée, et on sait qu'il n'y a jamais une infertilité inexpliquée. Et puis ensuite, quand on vit des fausses couches à répétition, mais aussi des échecs d'implantation, et puis des problèmes au niveau du développement embryonnaire.